Les nazis auraient-ils pu arriver au pouvoir sans l'aide du patronat? C'est la question que se pose ce livre, qui commence ainsi. L'histoire nous a appris le rôle souvent décisif joué par les patrons dans l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Ce fut le cas en Allemagne en 1933, où les grands groupes financiers et industriels ont soutenu Hitler avant de profiter des avantages criminels que celui-ci leur a offerts en retour. Ce fut aussi le cas dans une moindre mesure en France, où de nombreux chefs d'entreprise connus ont financé les ligues d'extrême droite avant le plus souvent de collaborer avec l'occupant et de soutenir le régime de Vichy. Bref, l'extrême droite ne parvient jamais au pouvoir sans que les milieux d'affaires y consentent d'une manière ou d'une autre. C'est à partir de ce constat que le journaliste Laurent Mauduit a décidé d'enquêter sur les liens aujourd'hui entre l'extrême droite et le patronat français. Et son constat est sans appel. L'auteur accuse le patronat français de collaborer avec l'extrême droite. Il rappelle que bon nombre d'entreprises françaises ont directement financé la campagne de l'extrême droite aux États-Unis en 2024, que des réunions secrètes ou pas se tiennent avec des cadres de l'extrême droite française depuis plusieurs années, et que l'extrême droite, de Reconquête au Rassemblement national, a fait de l'utilisation du patronat une véritable stratégie. Bref, côté patronat, les intérêts économiques semblent primer sur les valeurs démocratiques. Et le résultat est là. En juin 2024, le MEDEF a décidé de ne plus en appeler au barrage républicain contre l'extrême droite, ce qui avait pourtant toujours été sa position depuis 2002. Et le journaliste souligne que la plupart des grands dirigeants ont même fait comprendre qu'une victoire de la gauche les inquiétait désormais plus qu'une victoire de l'extrême droite. Quelques mois auparavant, Henri Proglio, l'ex-PDG d'EDF et de Veolia, n'avait d'ailleurs pas hésité à s'afficher dans un célèbre restaurant parisien avec Marine Le Pen en personne, signe que désormais l'extrême droite est un allié comme un autre. Alors comment le patronat se prépare-t-il à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir? Via quel réseau? Quelles transactions financières? Quelles sont les positions de tous ces grands patrons qui, contrairement à Vincent Bolloré ou à Pierre-Édouard Stérin, ne sont pas ouvertement d'extrême droite, mais qui, plus discrètement, permettent quand même son arrivée au pouvoir? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique et politique pour Blast. Laurent Mauduit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et cofondateur de Mediapart, vous êtes spécialiste des liens entre pouvoir politique et milieu d'affaires et vous avez publié plusieurs enquêtes dont La Caste en 2018 et Prédation en 2020, tous deux aux éditions La Découverte, et vous revenez avec un nouvel ouvrage en septembre, Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires aux éditions La Découverte, toujours. Alors vous commencez le livre en expliquant que de Vincent Bolloré à Pierre-Édouard Stérin, en passant par des patrons moins connus, jusqu'au cadre du RN évidemment, lorsque vous avez voulu enquêter sur ce sujet, vous avez souvent trouvé porte close à peu près partout. Alors comment est-ce que vous y êtes pris pour sortir des nouvelles informations, pour enquêter sur ce sujet qui est l'extrême droite et son lien avec les milieux d'affaires, sachant que peu de monde, finalement, voulait vraiment vous parler. Ouais, vous savez, ça fait partie des mœurs des grands patrons français. Ils sont entourés par des armadas de communicants. Et donc, ils sont impossibles d'accès. Et donc, pour parler, pour dialoguer, voilà, c'est une forme d'investigation pour laquelle il faut être encore plus têtu que pour le reste. Hein. Donc, c'est une enquête sans autorisation, une enquête... oui, tout le monde s'est fait porte close, sauf le président du MEDEF a accepté de me rencontrer, sauf quelques patrons. Mais même pour des sujets... élémentaires. Par exemple, j'ai eu connaissance du fait que un ancien Waffen-SS français, Alfred Douroux, dont on parlera peut-être, qui a eu un rôle important, devient secrètement à la Libération le président de l'une des fédérations importantes du patronat, qui est la fédération, à l'époque on l'appelle des promoteurs constructeurs, en clair c'est l'actuelle fédération des promoteurs immobiliers. J'ai appris qu'il était... Donc ce Waffen-SS devient l'un des cadres du patronat français. J'ai demandé à la fédération actuelle si je pouvais accéder à ses archives. Non, hors de question. Donc voilà, comme toute enquête... Comment on fait alors ? Il faut être patient, Alors, d'abord, moi j'arpente ces milieux, ces arcanes un peu sombres du capitalisme parisien depuis
depuis le début des années 80. Donc, j'ai accumulé beaucoup de connaissances, de faits. Je les observais. Je savais que certains d'entre eux avaient des connexions avec l'extrême droite. Je savais que certains services de presse ou certains communicants très importants avaient été issus de l'extrême droite. Et donc, voilà, j'avais des fils. Et donc, dès qu'on a un fil, on essaie de le tirer. C'est le principe de l'enquête journalistique. Parce que journaliste, cofondateur de Mediapart, a priori, si on a des choses à cacher, on ne va pas lui parler du tout. C'est vrai que du temps où j'étais responsable du service éco du Monde, ils étaient obligés de me recevoir. Donc je côtoyais, j'écoutais, je pouvais accéder aux grands patrons du CAC 40. Et c'est vrai que quand on a créé Mediapart en 2008, la R s'est tombée. C'est devenu beaucoup plus compliqué en dehors de quelques rares, quoi. Mais il fut une époque où il y avait des patrons de gauche et des patrons de droite, et donc on y reviendra. On pouvait naviguer. Là, c'est un clan qui est très homogène, très soudé et qui est très dur d'accès. En tout cas, vous avez quand même réussi à avoir accès à certaines informations. On ne pourra pas évidemment tout décrire, mais c'est un livre qui documente, c'est ce que vous appelez des collaborations entre l'extrême droite et le patronat, le milieu des affaires. Et vous commencez avec cette, j'allais dire c'est une anecdote, mais c'est même pas une anecdote. En tout cas, c'est un fait. Henri Proglio, l'ancien patron, qui s'est affiché avec Marine Le Pen et qui vous a dit: tous les PDG les plus connus, je dis bien tous, ont eu, comme moi, des contacts avec Marine Le Pen, mais sans le dire. Dans ce domaine, il n'y a que de l'hypocrisie. Vous écrivez: aucun doute sur le constat qui ressort de ces palabres secrètes. Les milieux d'affaires sont bel et bien disposés à collaborer le jour venu avec un gouvernement d'extrême droite. Il faut cesser de distinguer les rares grands patrons qui affichent leurs convictions d'extrême droite, comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin, de tous leurs homologues. Ce que vous faites, parce que ça c'est dans l'introduction, c'est que vous mettez un peu tous les grands patrons dans le même sac. Comment est-ce qu'on fait pour comment dire, pas être caricatural dans le Non. D'abord, juste un mot sur l'enjeu démocratique de l'enquête. Moi, j'ai la conviction que l'histoire nous enseigne que l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir sans l'aide ou le consentement tacite des milieux d'affaires. On l'a vu en Italie en 1922, le patronat a fait mouvement vers Mussolini dès 1915. On l'a vu en Allemagne, évidemment, et on y reviendra sans doute. Et on l'a vu aussi au Chili. Donc, il est très important de comprendre la nature de ces liens. Et donc, j'ai essayé précisément de ne pas faire une enquête à charge, de donner tout le dégradé de position, parce qu'il y a un dégradé de position. Disons-le clairement, les grands patrons attachés aux principes démocratiques, à la défense de la démocratie, sont rarissimes. En clair, dans mon enquête, j'en ai trouvé un, le président de Safran, qui n'est pas 100% français, qui est franco-australien. Et peut-être que son ouverture au monde fait qu'il a peut-être un regard différent des autres. Ross McInnes. Et donc, Ross McInnes dit ce que personne d'autre ne dit dans ces milieux-là. Si un jour j'ai à choisir entre la démocratie et l'économie, je choisirai la démocratie. Oui, là, on en est à un moment où ça, c'est une idée révolutionnaire, quoi. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'enquête, donc il y a des positions multiples. Il y a les grands patrons qui sont du côté de l'extrême droite et qui font campagne pour elle, qui mettent au service d'elle leurs médias. Bon, Vincent Bolloré, Pierre-Édouard Stérin et quelques autres. Le groupe Dassault, dont on parle pas souvent. Et il y en a d'autres qui ne le disent pas, qui n'affichent pas leurs liens. Moi, ce qui me frappe, c'est l'extrême porosité. Tous n'ont pas la position de Bolloré ou de Stérin, mais personne ne dénonce dans ces milieux-là la campagne menée en faveur des thématiques racistes, xénophobes que mène Bolloré. Voilà. Et donc, il y a un dégradé de position, mais dans une situation qui a changé, c'est que maintenant, le grand patronat, les milieux d'affaires se sont accommodés à l'hypothèse d'une victoire relativement rapide de l'extrême droite et ont décidé que le temps était venu de faire tomber ce qu'on appelait autrefois le barrage républicain et de commencer à collaborer. Et du coup, d'où le titre du livre, Collaboration. Alors, évidemment, c'est un clin d'œil à l'histoire, mais collaboration avec un S, c'est qu'il y a différentes formes de collaboration. Donc, j'ai essayé de ne pas être caricatural comme vous me posiez la question.
Et vous parlez de cette dégradation, et c'est ça aussi que vous documentez, c'est que le patronat n'a pas toujours, en France, été du côté de l'extrême droite, ou au contraire, a même pu participer à ce barrage républicain. Vous vous rappelez, par exemple, que pendant le second tour entre Chirac et Le Pen, le patronat était assez clair sur le fait qu'il soutenait le barrage républicain. Il y avait quand même cette culture-là. Ouais. Et ça a commencé, hein, vous dites, les premières fissures dans ce barrage, ça a commencé en 2017, Pierre Gattaz, donc président du MEDEF à l'époque, déclare que bien sûr, le premier syndicat patronal est prêt à faire de la résistance si Marine Le Pen venait à l'emporter, mais un tabou est brisé pour la première fois pendant cette campagne, puisque l'organisation patronale invite officiellement Marine Le Pen à présenter son programme le 28 mars 2017 dans le cadre d'une matinale. Et ça va être le début d'une longue dégradation, puisqu'en 2022, ça continue, quand les 6 plus gros candidats, dont l'extrême droite, vont être invités à débattre par le MEDEF de leur position économique. Et alors en 2024, on atteint un peu l'apogée de cette position que vous venez de décrire, c'est-à-dire que non seulement le MEDEF ne fait plus barrage à l'extrême droite, ouais, mais il fait plus barrage à la gauche qu'à l'extrême droite. Et il va plus se positionner contre la gauche et désormais semble avoir plus peur de la gauche que de l'extrême droite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ce milieu du patronat qui bascule ? Et j'aimerais insister parce que c'est la ligne du livre et c'est la ligne de cet entretien. On ne parle pas que des grands milliardaires, ou millionnaires d'ailleurs, mais qu'on connaît, qui ont mis leur fortune au service de l'extrême droite. On parle de tout un tas de milliardaires, de grandes fortunes, de grands patrons qui ont l'air d'être républicains, qui se disent démocrates et qui en réalité ont plus qu'une tolérance à l'extrême droite, ils collaborent même pour certains avec l'extrême droite de manière beaucoup plus discrète. Alors, il y a des liens qui sont très anciens entre le patronat et l'extrême droite. On pourrait parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, par exemple, des cadres du patronat du CNPF dans les années 60 et 70. Il y en a beaucoup de cadres qui sont monarchistes, qui sont d'extrême droite. Le service de presse du CNPF est fait de cadres qui viennent de l'extrême droite. Voilà. Alors, si on parle de la période la plus récente, à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le CNPF d'abord, le MEDEF ensuite, a une position en apparence anti-extrême droite. Je dis en apparence parce que ils s'y opposent pour des mauvaises raisons, seulement pour les raisons économiques. Et non pas pour la question majeure qui est la question démocratique. Parce qu'à l'époque, l'extrême droite est beaucoup plus protectionniste. Voilà, et puis c'est Le Pen version Jean-Marie, donc 2002, Ernest Antoine Seillière dit le programme de l'extrême droite est dangereux pour l'économie, mais il évoque aussi les valeurs. On sous-entend, on devine que ce sont les valeurs républicaines. En clair, dans la période récente, il y en a une seule, qui est Laurence Parisot, qui est présidente du MEDEF à la fin des années 2000, qui dit clairement, à la veille de l'élection présidentielle 2012, l'extrême droite, jamais. Et elle fait un petit livre qui attaque l'extrême droite, non pas sur ses positions économiques, mais sur les valeurs. Elle dit, en clair, la dédiabolisation est une imposture, ce n'est pas vrai. Et elle documente dans ce livre le fait qu'il n'y a pas de dédiabolisation, que le fond de sauce reste toujours xénophobe, raciste, voilà. Et ensuite, le CNPF ou le MEDEF va abandonner cette position et progressivement dériver jusqu'à 2024. Et pourquoi je dis jusqu'à 2024 ? Parce que c'est vrai que la presse, au moment des législatives de 2024, s'attarde beaucoup sur un cas que vous avez cité, celui d'Henri Proglio, qui est l'ancien patron d'EDF et de Veolia, parce qu'on l'a vu un jour s'afficher dans un restaurant chic de Paris, chez Laurent, là où il y a tous les patrons du CAC 40, avec Marine Le Pen. Mais alors, j'ai enquêté et j'ai fait dire, lors de mon entretien avec Patrick Martin, le président du MEDEF, que lui aussi, secrètement, avait, avant les législatives, des agents du Rassemblement national. Donc j'ai tendance à croire que ce que dit Proglio, ce qu'il m'a dit, c'est une moquerie. Tout le monde, tous les PDG les ont rencontrés, est vrai. En tout cas, il y en a beaucoup j'ai eu beaucoup d'alertes me disant les rencontres se sont multipliées.
vous expliquez que ça commence à dater en fait. Effectivement, on a cette date de 2024 où là, ça devient clair qu'il n'y a plus ce barrage républicain du côté, en tout cas, du premier syndicat des patrons. Mais déjà en 2021, la lettre avait annoncé qu'Henri de Castries, qui est une figure emblématique du capitalisme parisien, écrivez-vous, ancien patron du géant de l'assurance AXA, soutien de François Fillon en 2017, eh bien, il avait organisé déjà en juin 2021 un dîner privé avec Éric Zemmour. Et quelques mois plus tard, le 1er octobre 2021, Éric Zemmour est invité par le Hainaut Business Club, un club patronal affilié au MEDEF. Il était invité à débattre au centre des congrès d'Anzin, dans la banlieue de Valenciennes, devant 250 patrons. Et là, on se dit, mais on est en 2021. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a des grands patrons qui, a priori, sont pas des figures d'extrême droite, sont pas engagés dans un combat d'extrême droite, qui déjà sont en train de discuter avec Éric Zemmour, qui est quand même la droite de l'extrême droite, enfin, qui est quand même vraiment très radical. C'est pour ça que je vous parle de porosité généralisée, avec des dégradés de position entre les différents patrons, mais quand même de porosité, de tolérance. Je donne un exemple. Il y a un petit groupuscule patronal qui s'appelle Éthique. C'est une association qui avait été créée par un ancien président du CNPF qui était Pierre Gattaz. Éthique est dirigée par une dame qui s'appelle Sophie de Menton, qui conseille constamment Marine Le Pen. Elle a accepté de me rencontrer et pendant l'entretien avec elle, 3 fois, elle a pris son téléphone. Oui, bonjour Marine, merci Marine. Évidemment Marine, donc pour bien me montrer qu'elle avait ce lien direct avec Marine Le Pen. Tout le monde sait qu'elle sert de rabatteur ou de rabatteuse, je ne sais pas comment on dit, pour le compte de Marine Le Pen. Elle avait comme bras droit, paix à son âme, il est mort il y a 6 mois, Loïc Lefort-Prigent, l'ancien patron d'Elf, qui était le conseiller d'Éric Zemmour. Donc tout le monde sait que l'enracinement de ce groupe, c'est de servir de passerelle entre certains patrons et l'extrême droite. Ça n'empêche pas que plein de grands patrons défilent devant ce cénacle. Prenez un exemple, grand patron ou représentant du monde des affaires, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, n'hésite pas à aller devant cette dame, l'association de cette dame, pour tenir un colloque, alors certes, sur des sujets financiers qui ne sentent pas le soufre. Le patron de Total Énergie fait la même chose. Et donc voilà. Mais en fait, ils sont vraiment pas repoussés par l'extrême droite. À minima, c'est ce qu'on peut dire. Et encore une fois, dès 2021, ouais. Il y a vraiment cette idée que bon, ok, il y en a qui finalement font la promotion de l'extrême droite, en l'occurrence la plus radicale, mais que business is business. Parce qu'on pourrait dire que l'engagement de certains patrons en faveur de l'extrême droite pourrait les rendre infréquentables. Or, regardez bien, on parlera tout à l'heure de Vincent Bolloré sans doute, mais observez bien qu'il n'y a pas de réaction de rejet. Par exemple, prenons Sterrin. Dans ses financements, qu'y a-t-il ? Il a Euraseo. Euraseo, c'est le principal fonds d'investissement français avec, je sais pas, à peu près 50 milliards d'euros d'actifs. Donc c'est un fonds d'investissement à l'origine créé par la Banque Lazare. Donc c'est au cœur du capitalisme parisien. Euraseo finance les projets de Sterrin et ça ne choque personne. Et ce genre de fréquentation, de consanguinité entre les milieux d'affaires et l'extrême droite, vous pouvez les généraliser. Alors les gens, la main sur le cœur, pourraient peut-être vous dire « Ah oui, non mais je ne suis pas favorable à l'extrême droite ». Si, dans les faits, si. En fait, c'est une description des liens très financiers, des réunions, oui. C'est une espèce de succession de faits où on voit bien qu'effectivement, il y a ce que vous décrivez comme une forme de consanguinité qui vient des patrons, mais qui vient aussi, et peut-être même surtout finalement, de l'extrême droite, qui en a fait une véritable stratégie. Et c'est peut-être aussi sur cet aspect que je voudrais m'attarder. Vous l'avez dit, en 2002, il y a cette opposition des milieux patronaux, des milieux des affaires, avant tout, selon vous, pour des raisons économiques. C'est-à-dire que ça va pas être bon pour l'économie que l'extrême droite passe au pouvoir. Et ça, aujourd'hui, le Rassemblement national l'a bien compris, puisque récemment, ils ont complètement abandonné les points qui pourraient inquiéter les milieux des affaires, comme par exemple le Frexit. Désormais, ils défendent la baisse des impôts de production et ils n'arrêtent pas de chercher à apparaître sous un jour très rassurant en fait pour le patronat. Ils se veulent pro-business, pro-européen. Et c'est une stratégie que Jordan Bardella lui-même résume ainsi, ce sont ses mots en 2023. Pour gagner, il faut arrimer une partie des élites au bloc populaire. On gagnera si on peut rassurer et si on parle à la France qui réussit. Et en 2024, sur France 2, il dit « Je veux dire aux petits et aux grands patrons que nous aurons besoin de tout le monde pour relever l'économie et mon ambition en la matière, c'est de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. » C'est vraiment le discours patronal. Donc en fait, eux, ils sont aussi dans cette stratégie de séduction des patrons.
auquel nombre de patrons semblent réceptifs. Il se passe quelque chose, il y a un basculement en 2022, c'est-à-dire que il y a un engouement patronal pour Zemmour, on le voit bien. Alors, ça ne les gêne pas du tout que Éric Zemmour soit partisan du grand remplacement, la théorie raciste, xénophobe du grand remplacement. Mais lui est ultralibéral, ce que n'est pas à l'époque le Rassemblement national, qui est souverainiste, étatiste. Et donc, du coup, les dirigeants du RN, Bardella et Le Pen, ont, de leur point de vue, l'intelligence de comprendre que ils n'y arriveront pas s'ils ne font pas jonction avec les milieux d'affaires. Et du coup, on sent bien qu'ils ajustent leur stratégie et leur tactique pour tendre la main aux milieux patronaux. Et ils vont porter, par exemple, les revendications de certains lobbies à l'Assemblée nationale. Et ils vont vraiment adapter leur position politique pour rassurer, pour plaire à certaines parties des milieux des affaires. Et là, vous dites, en 2024, c'est la dernière digue qui saute. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2022, déjà, il y a cette bascule. Mais alors, en 2024, le Rassemblement national devient la troisième force politique, ouais. Le premier parti, ouais. quand même, à l'Assemblée nationale. Et là, vous écrivez dès l'automne 2024, donc juste après les élections législatives, les élus d'extrême droite sont traités presque comme les autres par les patrons. Les portes des grandes organisations patronales s'ouvrent sans réserve. Ceux qui hier encore étaient considérés comme infréquentables prennent désormais part au rituel de l'establishment politico-économique parisien. Comment ça se traduit ? Alors, je vais répondre en revenant à votre question d'avant. Pour quelle raison est-ce que les milieux patronaux cheminent de la sorte ? À mon avis, c'est pas tellement par conviction d'extrême droite. Certains, beaucoup considèrent que ce sont des gens qui sont pas de leur milieu, qui sont l'entre-soi parisien des grands patrons compte beaucoup. Ce qui motive beaucoup de grands patrons, c'est d'abord leurs intérêts. Donc c'est d'abord la crainte de la gauche. Même si la gauche, ou ce qu'était le nouveau Front populaire, qui s'est reconstitué brièvement d'ailleurs au moment des élections, n'avait qu'un programme gentiment réformiste. C'était pas un programme révolutionnaire. On l'avait beaucoup documenté à Blest. Ça n'arrêtait pas d'être présenté comme un truc d'une radicalité exceptionnelle. C'était pas 1981, même pas ça. Ce qui est, je trouve très. Alors, je fais un chapitre historique pour rappeler comment le patronat a fait mouvement dans les années 30 de la même façon. C'est la détestation de la gauche, c'est la peur de la gauche qui les conduit, qui les pousse de plus en plus loin. Et donc, vous voyez bien, moi dans le livre, je donne quelques exemples de ça. Certains de ceux qui prennent position contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et appellent à voter Chirac vont ensuite, je cite le cas par exemple de Maurice Lévy, qui est le patron pendant très longtemps de Publicis et qui est l'une des grandes figures du capitalisme parisien. Maurice Lévy appelle à voter Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002 et en 2024, il fait une tribune dans Le Monde pour dénoncer le nouveau Front populaire. Voilà, en 20 ans ou 30 ans, le basculement auquel on a assisté. Par haine de la gauche, certains de ces oligarques sont amenés à abandonner les principes démocratiques. Et vous dites, justement, maintenant, ils prennent part au rituel de l'establishment politico-économique parisien. En quoi ça consiste ? Comment ça se traduit, le fait que l'extrême droite soit vraiment traitée désormais comme un parti comme les autres ? Vous savez, des lieux... Je vous citais tout à l'heure le mouvement éthique de Sophie de Menton, qui a une réunion une fois par mois au Cercle de l'Union Interalliée. Vous voyez, donc c'est Place de la Concorde, c'est l'un des lieux chics de la capitale. Et bien voilà, les gens se mélange entre élus de l'extrême droite et grands patrons. Ça, c'était pas le cas avant. Non, c'était pas le cas avant. S'il y avait des réunions, elles étaient secrètes. Moi, j'ai entendu il y a 3 ans ou 4 ans, un patron du CAC 40 m'a dit, au sein de la FEP, c'est l'Association française des entreprises privées, c'est le club des patrons du CAC 40. Donc eux n'allaient jamais... en tout cas, n'affichez pas de possibles contacts avec l'extrême droite. Et ce qui les a fait bouger, les très grands patrons, ça a d'abord été la première élection de Trump, où d'un seul coup, ils sont une sorte d'acclimatation de l'extrême droite en passant par les États-Unis. On y reviendra. Il y a des liens très clairs entre le patronat français et l'extrême droite états-unienne. Voilà. Et donc, il y a les deux processus français et le processus américain, feront que progressivement, ils considéreront que l'extrême droite, ce sont des gens fréquentables. Et on va avoir des patrons qui vont aussi se permettre de plus en plus de s'afficher de manière décomplexée
avec des idées d'extrême droite, voire se mettre au service de l'extrême droite, comme Vincent Bolloré, comme Pierre-Édouard Sterrin, sans que ça n'ait aucune conséquence en fait sur leur business, sans qu'il y ait de réaction du reste du milieu. Et vous citez cette anecdote que je trouve assez parlante, qui est en janvier 2025. Philippe Carly, patron du groupe de presse EBRA, donc filiale du Crédit Mutuel, qui regroupe l'ensemble des titres régionaux de la façade Est de la France. On rappelle que cette presse régionale est très importante et que c'est une des plus... c'est toute la façade Est de la France. Oui, c'est une des plus lues du pays. C'est pas du tout anecdotique. Donc c'est le Républicain Lorrain, le Dauphiné Libéré, le Progrès, l'Est Républicain, Dernière Nouvelle d'Alsace. Bien sûr, ce patron de presse du groupe EBRA, il a liké sur LinkedIn plusieurs posts qui sont xénophobes, qui émanent du compte d'extrême droite Renouveau Patriote, ainsi que des posts de la députée européenne d'extrême droite Sarah Knafo, donc du parti qui est le bras droit de Zemmour. Donc ça, pareil, ça n'aurait pas été possible avant de s'afficher avec autant de décomplexion, avec des idées d'extrême droite sur un réseau comme LinkedIn, quand on est à la tête d'un groupe, en plus qu'il y a un groupe aussi de presse. Alors là, c'est un cas un peu particulier, puisque pour le coup, le Crédit Mutuel a bien réagi. Le Crédit Mutuel, découvre-t-il ou pas, en tout cas, dès que l'affaire devient publique, le patron de la filiale, Carly, est sanctionné et doit démissionner. Mais c'est vrai que ça aurait été inconcevable avant, mais c'est vrai que ce genre de... c'est la confiance, en fait, qui commence à... Oui, c'est une sorte de désinhibition qui fait que ils sont dans l'air du temps. Mais regardez, c'est la même chose dans les médias. Beaucoup de journalistes considèrent que ce sont des bons clients, et donc les frontières tombent. Voilà. Vous venez de le dire, ce qui peut pousser à l'extrême droite, c'est la haine de la gauche. Oui. Et vous avez dit au début de cet entretien, c'est rarissime aujourd'hui les patrons qui vraiment ne vont pas, vont clairement s'opposer à l'extrême droite. Et pourtant, c'est ce que vous rappelez dans votre livre, il y a eu une époque en France où il y avait des patrons de gauche. Alain Gomez de Thomson, Louis Schweiter de Renault, on en trouvait aussi dans le secteur privé, dites-vous, à l'image de Jérôme Sédou, donc Pathé, ou Antoine Ribou, BSN, transformé en Danone, tous deux qui sont des actionnaires historiques du journal Libération. Et jusqu'à sa mort, il y avait aussi Pierre Berger, cofondateur de la maison Yves Saint Laurent, qui assumait jusqu'au bout, lui aussi, des engagements politiques à gauche. Bon, on précise qu'évidemment, c'était pas une gauche radicale, mais c'était clairement, en tout cas, une gauche opposée, par exemple, à l'extrême droite. Et vous dites, même ça, c'est fini, en fait. On n'a quasiment plus du tout de patrons qui se permettraient d'être à gauche, comme ça. C'est l'un des effets du néolibéralisme. C'est en fait, on a donné la puissance politique centrale dans la vie publique au marché financier. Et donc, les patrons, progressivement, se sont conformés à ce que les marchés financiers attendaient d'eux. Et donc, il y a souvent eu de plus en plus des grands patrons qui sont devenus des grands patrons perroquets, répétant sans arrêt les mêmes fadaises dont le contenu était assez simple. C'était le principe Tina, le principe de Thatcher. There is no alternative. Il n'y a qu'une seule politique possible. Et donc, progressivement, les patrons de gauche sont devenus très, très minoritaires, et maintenant, ils sont devenus quasi inexistants. Et le paradoxe, si vous regardez bien la situation française et si vous la comparez à l'Allemagne, ce qui est très frappant, c'est qu'en Allemagne, il y a eu, contre le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, il y a eu un tollé des grands patrons en 2024, où il y a eu des pétitions rassemblant tous les grands patrons. Oui, il y en a eu une, notamment en mai 2024, de plus de 30 grandes entreprises qui signent un texte où ils disent, qui s'appelle « Debout pour nos valeurs ». Debout pour nos valeurs, nos valeurs. Et j'en lis un petit extrait. « En Europe, nous sommes tous unis autour de valeurs communes et pas seulement sur nos lieux de travail. Nous considérons qu'il est de notre devoir de protéger ces valeurs et de prendre une position claire pour la diversité et la tolérance, pour la prospérité et la sécurité future. » Alors, il ne faut pas être naïf. Cette position-là s'explique en partie parce que le patronat allemand manquait de main-d'œuvre et que le patronat, du même coup, a soutenu la politique pro-immigration de Merkel dans les années 2015-2017. Mais il n'empêche qu'ils font référence aux valeurs. Et par contraste, quand vous voyez la position de plus en plus tolérante à l'égard de l'extrême droite du patronat français, vous avez envie de les interpeller, ce que j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas la même position que vos homologues allemands? Et la réponse qu'on m'a faite le plus souvent, mais oui, mais eux ont beaucoup à se faire pardonner. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire une plongée dans l'histoire pour rappeler ce qu'a été la position du patronat français. Et
Souvent, on oublie, pour une raison assez simple, c'est que à la Libération, il a fallu assez vite que la machine économique redémarre, et donc n'ont été poursuivis à la Libération que les hommes politiques qui avaient collaboré, ou que les figures connues, les hommes de lettres, voilà. Les patrons, pas du tout. Pas du tout. Ils ont activement collaboré. Seul sanctionné, c'est Renault, Louis Renault, mais l'historien américain Paxton dit ils ont nationalisé Renault, mais il serait pas mort très vite. Comme Berlier, on aurait rendu l'entreprise et la famille sans doute. Mais quand vous plongez dans l'histoire du patronat français, je veux dire, pendant l'occupation, je veux dire, vous pensez à comment s'appelle Photomaton, la direction de Photomaton, qui écrit au gouvernement de Vichy: vous devriez vous servir de nos appareils, c'est tellement pratique pour photographier les Juifs. Prenez un autre exemple, Gallimard, Gaston Gallimard, donc l'une des très grandes figures de l'édition française, écrit au commissariat aux questions juives après l'expropriation des biens juifs, donc notamment Kalman Levy, l'éditeur, est exproprié. Gaston Gallimard écrit: nous sommes prêts à racheter Kalman Levy, et sachez bien que nous sommes une société aryenne avec des capitaux aryens. Et tous ces gens-là n'ont eu aucun souci à la Libération. Oui, parce qu'il y avait il y avait des opportunités économiques, et ce que vous montrez dans le livre, parce que vous parlez de la Libération, vous parlez de l'Allemagne, vous parlez même de l'Italie, de la montée du fascisme, à chaque fois, c'est ce que vous avez dit au début de l'entretien, il y a cette collaboration, il y a cette aide à minima consentement d'une grande partie du patronat. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ce qui se passe avec les États-Unis, parce que là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Je crois qu'en France, beaucoup de personnes sont encore interpellés par la politique de Donald Trump, par la dérive fasciste, là encore maintes fois documentée, par la suppression du droit à l'avortement, par exemple. Donc ce sont des choses quand même encore aujourd'hui qui nous interpellent, et on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que, encore une fois, des grands patrons d'extrême droite ou des figures d'extrême droite françaises qui collaborent avec Donald Trump ou qui sont proches de Donald Trump et de toutes les personnes autour de lui, notamment comme Elon Musk. Il y a aussi nos grands patrons français qui sont très médiatiques, comme par exemple Bernard Arnault, bien évidemment, qui était présent à la cérémonie d'investiture de Donald Trump en tant qu'invité d'honneur. Et non seulement il était présent, mais il est revenu en faisant un peu la promotion finalement de ce que faisait Donald Trump. Je le cite, quand il est revenu, il a dit « Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. » Là, c'est des déclarations de 2025, donc on est... Est-ce que je peux juste me permettre de souligner l'enjeu de ce débat, sur le débat américain et des connexions entre les patrons français et le capitalisme, le nouveau capitalisme américain. Ce qui se joue là, ce à quoi nous assistons, c'est à l'émergence d'un nouveau capitalisme. On a eu le capitalisme des Trente Glorieuses, on a eu ensuite le capitalisme néolibéral, qui pouvait avoir parfois des comportements violents ou ultra-violents, confère le début du néolibéralisme au Chili. Et là, il y a eu une sorte d'incubation intellectuelle qui est très ancienne. On a sans doute manqué de vigilance, mais vous pensez à des gens comme Peter Thiel, donc le fondateur de PayPal, qui était un des alliés en affaires d'Elon Musk. Il y a 20 ans, il écrit dans un billet de blog: j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible avec la démocratie. La liberté au sens où lui l'entend, la liberté du commerce, etc. L'un de ses inspirateurs de Peter Thiel, l'un de ses proches, qui écrit sous le pseudonyme Morbourg, écrit à la même époque: pourquoi en veut-on tant aux nazis? Donc ça vous montre bien que le salut nazi d'Elon Musk n'est pas anodin. Le 20 janvier, au moment de l'investiture, vient de loin. Donc ce sont ces gens-là dont maintenant on connaît la généalogie intellectuelle. C'est avec ces gens-là que certains des grands patrons français vont pactiser. Si je dis ça, c'est Quand vous dites certains, j'aimerais qu'on soit quand même assez clair. Alors, c'est très, il y a vraiment une longue description dans le livre de tous les liens qu'il y a, mais ils sont vraiment nombreux. Il y a bien sûr la présence à certains événements, il y a des réunions, mais il y a des financements. Il y a des financements directs, vous le dites. Dans une étude publiée sur son site, l'Observatoire des multinationales s'est penché sur les financements politiques des filiales de groupes français aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle américaine et a fait de troublantes découvertes. Des groupes français présents aux
États-Unis ont financé, via leurs Political Action Committees, les PAC, les campagnes électorales de candidats républicains représentant l'aile la plus dure du parti, dont beaucoup ont refusé de reconnaître les résultats de l'élection de 2020. Une liste dans laquelle on trouve des noms comme, alors là c'est des entreprises qui vont parler, je pense aux gens qui nous regardent, Pernod Ricard ou Sanofi, mais aussi des entreprises contrôlées par l'État français comme Airbus, Thales ou même EDF. Donc là, on n'est pas sur un soupçon de lien un peu lointain. Ce sont des financements traçables. Absolument. Alors, parlons de la figure la plus connue, Bernard Arnault. Et un aspect stupéfiant de Bernard Arnault, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, il a été à tel ou tel moment abusé. Or, en fait, on voit que l'homme d'affaires, donc le patron français le plus riche, le plus influent, l'une des très grandes fortunes au monde, dans le classement, il bouge, mais il est toujours le 3e ou 4e fortune mondiale. Il a cette connexion avec Vincent Bolloré en France. Donc, notamment quand il y a le scandale de la prise du pouvoir de Bolloré au Journal du Dimanche, où il installe Geoffroy Lejeune, ex-dirigeant de Valeurs Actuelles, proche de Zemmour. Beaucoup de grands patrons disent « Oh là là, prenons un peu nos distances ». Bernard Arnault continue à financer des campagnes publicitaires massives. Plus que ça, il y a un groupement de la presse française nationale qui s'appelle l'APIG, Association de la presse d'information générale. Donc dedans, il y a Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos. Il y a une procédure qui est engagée parce que les patrons de presse, de la presse nationale, considèrent que Twitter X siphonne leur contenu sans les rémunérer. Donc il y a une procédure qui est engagée. Bernard Arnault somme le patron du groupe Les Échos, Le Parisien, de se retirer de la procédure. Donc de ne pas protéger ses intérêts de patron de presse et donc les intérêts des journalistes. Il va se positionner contre ses intérêts et forcer à ne pas continuer la procédure pour ne pas déplaire à Elon Musk. C'est quand même de ça dont on parle. Dans le cas des États-Unis, vous pouvez vous dire, ça proximité avec Trump, donc il le connaît depuis les années 80, quand Bernard Arnault fuit la France parce qu'il pense que ce sont les soviets qui arrivent en 81, il va faire de la promotion immobilière aux États-Unis et il fait la connaissance de Trump. Donc vous pouvez vous dire, après tout, ce sont des amis très anciens. Et puis oui, pour vous dire, au début, il est fier d'être présent. Mais ensuite, quand la politique s'installe, quand il y a le salut hitlérien de Musk, quand on découvre la généalogie intellectuelle de ce groupe, qu'aux États-Unis, on n'a pas la mafia PayPal. Bon, voilà. Même après l'instauration des droits de douane, Bernard Arnault, comme le patron de Total Energy, Pouyanné, considère que les responsables, c'est Bruxelles, c'est la Commission européenne. Parce que c'est ça qu'il partage avec Donald Trump, c'est de taper en permanence sur l'État français, l'Union européenne, toute forme de protection économique en fait de la zone euro. Et en fait, il se place presque du côté des États-Unis. Il y a une raison à cela. C'est quoi ce capitalisme libertarien qui prend forme? C'est un capitalisme qui considère que le néolibéralisme a en partie échoué, n'a pas été assez loin dans la dérégulation et que notamment l'un des freins majeurs maintenant à la dérégulation, ce sont les règles de l'état de droit, les règles de la démocratie. C'est ce qui arrive devant nous. C'est un capitalisme sans la démocratie. C'est ça que révèle la prise de pouvoir de Trump. C'est ça que révèle également en Argentine la prise de pouvoir de Milei ou un peu avant celle de Bolsonaro au Brésil. Et donc pour certains grands patrons, c'est le même mouvement intellectuel qui est engagé. Il faut faire un pas de plus dans la dérégulation financière, sociale. C'est ça l'enjeu. Il prépare, je viens de vous le dire, un autre monde qui sort des règles de la démocratie. Ça, à mon avis, il y a l'apparence des choses, la proximité des gens, la comédie humaine. Mais derrière ça, la vague qui a submergé les États-Unis, qui fait que ce capitalisme libertarien a pris le pouvoir, cette vague arrive, elle va arriver en France. Il y a des secteurs déjà économiques. Je cite un exemple, et j'ai enquêté notamment sur ce secteur de la tech. Absolument. Vous parlez de ces liens avec le technofascisme états-unien. Avec le technofascisme. Une partie de ce mouvement libertarien dont je parle éclot en Californie, dans la tech californienne, dans des milieux qui initialement étaient proches des démocrates américains et qui progressivement ont viré à l'extrême droite.
Regardez bien, je cite des exemples maintenant, Bardella rencontre certaines figures de la tech française. Voilà, c'est un mouvement des plaques tectoniques au sein du capitalisme qui fait qu'un nouveau capitalisme arrive. Je me permets de citer un exemple sur cette question de la collaboration entre les milieux de la tech et l'extrême droite française, parce que c'est quelque chose qui m'a interpellée. Vous parlez d'un colloque organisé à Saint-Malo en septembre 2023 par Souveraine Tech, sous le haut patronage du ministre du Numérique, donc macroniste, Jean-Noël Barrot. Donc la rencontre est un succès, les professionnels du secteur y viennent en nombre, mais il se produit au cours de cette séance un incident. Vous écrivez, les organisateurs y ont convié l'un de leurs amis, Patrice Huiban, fondateur du Nouvel Essor français, mouvement aux références clairement d'extrême droite. Quelques jours plus tôt, ce mouvement a rendu public une déclaration contre, je cite, l'immigration massive dans des termes qu'affectionne le Rassemblement national. Invité à s'exprimer à la tribune, Huiban se lance dans une espèce de tirade rance dont il est coutumier, écrivez-vous, provoquant l'émoi d'une partie de l'auditoire qui quand même quitte la salle en signe de protestation. Et alors là, l'invité d'honneur, Arnaud Montebourg, qui est quand même censé être un homme de gauche, c'est étonnant, ne manifeste aucun désaccord. L'ancien ministre socialiste est désormais un proche de Pierre-Édouard Thérin, avec lequel il est même associé en affaires. Donc on revient toujours en fait à ces questions économiques qui prennent oui, mais c'est aussi des questions politiques, parce que vous savez, ce débat-là traversait parfois la gauche. Le CRS, donc c'était l'un des courants, le courant créé par Jean-Pierre Chevènement, donc souverainiste. Et parfois, il y avait des amitiés dans le CRS, le mouvement créé par Chevènement. Il y avait des gens qui venaient de la gauche, Motchan, qui a été formé à la lecture de Marx. Et il y avait Gomez, dont vous parliez à l'instant, l'ancien patron de Thomson, qui a commencé son cheminement personnel en étant le chauffeur de la Gaillarde, l'un des fondateurs de l'OAS. Et Gomez lui-même a dit un jour, oui, j'ai été fasciste. Une partie de l'encadrement du CRS vient de l'extrême droite. Et donc, quand je vois un Arnaud Montebourg, qui se dit le fils spirituel de Chevènement, aller devant la rédaction de Marianne avec Pierre-Édouard Thérin pour essayer de convaincre la rédaction de Marianne d'accepter le rachat par ce financier d'extrême droite, je dis que malheureusement l'histoire bégaye. Il y a une autre partie du patronat dont j'aimerais parler, qui est celle qui est liée au Figaro. Ouais. Le Figaro, c'est un peu le journal des patrons. C'est le journal de droite, très traditionnel en France depuis très longtemps. C'est un journal de référence. Et aujourd'hui, il est en train de prendre un virage à l'extrême droite. Et la question, c'est pourquoi ? Ouais. Alors, en fait, l'histoire est ancienne et il se trouve que les gens qui chroniquent les mutations de la presse, comme Blast, comme Mediapart, comme Arrêt sur Image, sont pas très nombreux et que la grande presse fait pas attention à ce qui se passe chez les confrères. Mais en fait, le virage est très ancien dans le groupe Dassault. Alors, c'est pas Marcel Dassault, le fondateur, Marcel Dassault, dont on connaît les origines juives et qui était, au moment du Front populaire, plutôt pour le Front populaire. Bon. Il avait quand même, Marcel Dassault, des accointances curieuses. Il avait dans ses proches les grands barons de l'Empire, des gens comme Bénouville, Pierre de Bénouville, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas cette mémoire des choses, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen. Mais ensuite, à partir de 2011-2012, le fils, donc Serge Dassault, va virer le patron du Figaro, Moujotte, et donc arrive Alexis Brézé. Alexis Brézé, qui est l'actuel directeur de la rédaction, des rédactions du groupe Figaro, vient de Valeurs Actuelles. Selon notre consoeur du Monde, Ariane Chemin, il a été celui qui a écrit le livre, qui a prêté sa plume à Chevalier, l'ancien maire FN ou RN de Toulon. Et c'est vrai que progressivement, à travers Alexis Brézé, tout l'encadrement du Figaro est devenu un encadrement issu de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles a fait main basse sur le Figaro à l'initiative de Serge Dassault. Serge Dassault qui a été pris en flagrant délit de proximité avec l'extrême droite à nombreuses reprises, notamment sur sa liste un jour à Corbeil-Essonnes, on a découvert qu'il y avait des qu'il y avait des militants du Front National. Voilà. Et donc. Et puis, là, on peut le voir avec l'irruption, vous le dites, de plein de chroniqueurs, de plein de journalistes et donc, qui sont vraiment à l'extrême droite. Vous avez l'émergence, avec Bolloré, d'une presse
néofascistes, CNews, etc. Mais vous observez bien qu'une partie des chroniqueurs de chez Bolloré viennent du Figaro, Brézé et d'autres. Et donc, du coup, c'est intéressant d'observer. 2024, il y a une double offensive qui se mène pour que le patronat fasse mouvement vers l'extrême droite. Et donc, le patron, celui qui est devenu le patron de la holding de tête du groupe Dassault, qui s'appelle Éric Trappier, et par ailleurs, au sein du MEDEF, le président de la Fédération de la métallurgie, donc le président de la fédération la plus puissante. C'est lui qui mène l'offensive au sein du MEDEF pour dire il faut aller au contact de l'extrême droite. Et au même moment, l'un de ses salariés, Alexis Brézé, patron de la rédaction du Figaro, quel éditorial fait-il, non pas dans le Figaro, sur Europe 1, puisqu'il fait l'éditorial d'Europe 1, c'est il faut à tout prix l'union des droites. En clair, il faut l'union des droites, ce qu'ils appellent l'union des droites, c'est dédiaboliser le Rassemblement national et faire une fusion des listes extrême droite, dite républicaine, mais qui est en fait de moins en moins et qui est de plus en plus aspirée par une logique d'extrême droite. C'est pour ça que cet aspect économique, patronal, il est essentiel et on n'en parle pas souvent, en fait, quand on parle de la politique, pour comprendre ce qui s'est passé en 2024, pour comprendre parfois ce qu'on voit dans la presse, parce qu'un journal comme Le Figaro n'a pas la réputation, pour le très grand public, d'être d'extrême droite. C'est pas comme CNews où ça reste un journal tellement historique que les gens se disent c'est juste un journal de droite. Bien sûr, et les connexions sont très solides entre le groupe Dassault et le groupe de Bolloré. Il faut avoir à l'esprit le fait que Laurent Dassault, qui est l'un des héritiers potentiels de l'Empire, même si la famille est un peu divisée, est un ami proche de Vincent Bolloré, et Vincent Bolloré l'a coopté au conseil de surveillance du groupe phare de son empire, qui est le groupe Vivendi. Bolloré l'a souvent dit à ses proches, et j'ai recueilli ses confidences. Bolloré considère que le Figaro lui est promis. Et en tout cas, éditorialement, la coopération a commencé depuis longtemps. Dès que le groupe, à partir de 2015, quand Bolloré prend possession d'abord de Vivendi, puis ensuite de ses filiales, Canal, iTélé, transformant en CNews, on sent bien qu'il y a une sorte de connexion qui se fait entre le groupe Bolloré et le groupe Dassault. Et donc... Et alors... tout ça va être complété par aussi toute une galaxie plus discrète, plus diffuse de patrons, de figures du milieu patronal d'extrême droite, mais qui ne sont pas aussi connus que Sterrin ou Bolloré. Donc c'est une espèce de un ensemble de personnalités du monde patronal moins connues, écrivez-vous, mais souvent très actives, qui témoignent là encore de la porosité croissante entre extrême droite, milieu d'affaires. Certaines de ces figures à la fois fantasques et opportunistes semblent davantage en quête de notoriété que porteuses d'un projet idéologique structuré, sans pour autant représenter réellement le monde de l'entreprise. Oui, je peux vous couper. Un autre exemple, j'aimerais bien l'interpeller en public, grâce à vous, la Fédération bancaire française, une fédération très importante du MEDEF. Sa directrice générale s'appelle Maya Attig, celle qui représente toutes les banques françaises. Elle siège au conseil du mouvement éthique qui sert de va-et-vient entre l'extrême droite et... Voilà cette porosité dont je vous parle. Et ce livre est plein, encore une fois, d'exemples qu'on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui. Oui. Pour ça, il faut l'acheter, mais c'est assez vertigineux, en fait, quand on dresse cette espèce de cartographie économique globale. Et là, vous parlez de la France, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, mais c'est un phénomène à l'international, contemporain. Vous écrivez, en Italie, Giorgia Meloni a opéré une inflexion stratégique comparable, alignement pro-entreprise, ralliement à l'Union européenne, rhétorique sécuritaire compatible avec les intérêts industriels. Aux États-Unis, l'appui de secteurs puissants, énergie, armement, tech à Donald Trump a démontré que des fractions du capital pouvaient soutenir un autoritarisme nationaliste s'ils défendaient leur marge de manœuvre. Oui. En Autriche ou au Brésil, des logiques similaires ont permis la consolidation d'alliances entre partis d'extrême droite et grands groupes privés, souvent au nom d'un rejet de l'écologie et d'une restauration de l'autorité. On a l'impression que ça monte un petit peu partout. Je fais cette énumération que vous rappelez, mais il faut apporter une précision. C'est que quand on fait la comparaison avec l'Italie, on pourrait se dire, mais après tout, Meloni, ça n'a pas été le fascisme auquel on pouvait s'attendre, dur, violent. Il faut bien faire la différence entre la France et l'Italie. L'Italie, c'est un régime parlementaire, avec ses faiblesses, mais il y a des contre-pouvoirs.
En France, qui sont en train d'ailleurs d'être atteints par Giorgia Meloni, par tout un tas de réformes qu'elle essaie de faire. En France, le danger de l'extrême droite est beaucoup plus préoccupant à cause de la nature des institutions présidentialistes, moi j'aurais tendance à les qualifier de bonapartistes voilà, c'est imaginer l'extrême droite avec tous les pouvoirs et des contre-pouvoirs en France inexistants, c'est beaucoup plus préoccupant. Et alors j'aimerais qu'on termine justement par ce point historique et qui rejoint un peu le titre de votre livre, qui est quand même collaboration, qui est un terme qui est très connoté et que vous défendez, en tout cas dans votre ouvrage, parce que vous terminez cet ouvrage en rappelant qu'historiquement, et on l'a mentionné déjà, ce sont les patrons qui ont porté les fascistes au pouvoir à plusieurs reprises, ou en tout cas qui ont consenti à ce qu'ils puissent arriver au pouvoir. Vous mentionnez l'historien Yoann Chapoutot, qu'on a beaucoup reçu ici à Blast, notamment auteur du livre Les Irresponsables, qui décrit l'ascension d'Hitler au pouvoir, et qui est un fin connaisseur du national-socialisme, qui explique qu'Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, qu'en 1933... Il n'a pas pris le pouvoir, on le lui a donné. Voilà. En 1933, c'est avec l'appui actif d'une partie du patronat allemand qu'il est nommé chancelier par Hindenburg, et les parallèles avec la situation française actuelle ne sont pas anodins, même si, vous le précisez, il ne faut pas assimiler Hitler à qui que ce soit, c'est pas ce que vous faites ici. Les ressemblances entre les deux époques, entre les deux contextes sont quand même très nombreuses, au point que leur énumération apparaît presque fastidieuse, c'est ce que nous dit Yoann Chapoutot, qui écrit « Une politique d'austérité, dogmatique, qui aggrave la crise et la misère. Un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social allemand, à coup de 48-2 à l'époque. Une gauche social-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d'éviter le pire. Un régime politique qui, à partir de 1930, se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants dans les mains faillibles d'un homme pas exagérément intelligent, mais orgueilleux et buté. Le règne des entourages qui, par une logique de darwinisme inversé, celle de la courtisanerie, promeut les plus incompétents et les moins dignes. Une dissolution ratée, une seconde dissolution dangereuse, inepte, vu le contexte. Encore pourrait-on ajouter, vous écrivez à cette liste le fait que tout au long des années 20 et jusqu'en 1933, le magnat de la presse Alfred Hugenberg, via ses quelques 1600 médias, regroupant des titres de la presse nationale, mais aussi une multitude de publications locales, on est encore une fois en Allemagne dans les années 30, a activement œuvré à la diffusion des idées d'extrême droite dans le pays. C'est vrai que tout ça, quand on le décrit, ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut vivre par certains aspects. Quand on lit le livre et qu'on voit que cette collaboration, en tout cas ces liens, sont aussi avancés, quand on voit qu'il y a une telle volonté des plus hautes sphères du pouvoir économique, quand on constate toutes et tous que le pouvoir politique, par bien des aspects, n'est plus un rempart, est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir est encore évitable ? Je le pense, dans des conditions difficiles. C'est pour ça que moi, j'ai été très impressionné par la lecture de Chapoutot. Formidable, parce qu'en plus, les historiens, souvent, n'aiment pas les filiations sur longue période. Lui, il assume, en disant la situation de l'Allemagne janvier, février 1933 est très comparable à la nôtre aujourd'hui. Et j'ai juste, je le fais observer dans mon livre en conclusion, une sorte de clin d'œil fraternel à Chapoutot, si je peux m'autoriser, parce que moi, je ne suis pas historien. Et je trouve que dans sa description, il y a un angle mort. Il manque un aspect. Dans la comparaison, si on poursuit le va-et-vient, ce qui permet aussi à Hitler de prendre le pouvoir, c'est la terrible division de la gauche, qui est la gauche la plus puissante que l'Europe ait jamais connue, entre le SPD de l'époque, qui est certes entaché par des page abominable de son histoire, l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht notamment, et le Parti communiste allemand qui est totalement sous l'autorité de Moscou et qui considère que le premier danger, ce sont ce qu'il appelle les sociofascistes, les sociotraîtres. Et donc, les nazis prennent le pouvoir, on le leur donne, mais ils accèdent au pouvoir, sans que la gauche, sans que le mouvement ouvrier allemand ne fasse quoi que ce soit. Et je trouve que dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où il y a une reconstitution très rapide et heureuse du nouveau Front populaire, mais qui a éclaté tout de suite, où ces colibés de sociotraite sont très vite réapparus, je trouve qu'il faut beaucoup méditer. C'est-à-dire sans alliance de toutes les forces de gauche,
La vague nous submergera. La seule chance... Pour vous, c'est ça la solution? Parce que quand on lit votre livre, c'est un constat, c'est une documentation de ce qui, clairement, est en train de se passer du côté du patronat, du côté de l'extrême droite. Il y a aussi un bouillonnement démocratique dans le pays, on le sent bien. Je cite les exemples des manifestations, une petite armada de voiliers devant le château, l'île de Bolloré, des manifestations contre l'extrême droite. Il y a une attente. On pourrait citer la pétition Dupont, qui a vraiment pris une ampleur inattendue. Donc, dans le pays, il y a une attente. Une attache à la défense, un enracinement de la démocratie, et donc beaucoup de citoyens veulent la défendre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, avec ce livre? C'est quoi? C'est de réveiller un peu les personnes qui ne se rendent pas compte du rôle de certains milieux patronaux? D'abord, d'interpeller le patronat, je pense que c'est utile. Je pense que malheureusement, je pense que je vais recevoir beaucoup de critiques et pas beaucoup de signes d'encouragement, encore qu'il ne faut jamais être désespéré. Et puis surtout, susciter un débat citoyen sur le bon moyen de faire front face à cet immense danger et la submersion d'un nouveau capitalisme sans la démocratie qui se profile. Donc le débat, c'est pas seulement l'extrême droite, c'est aussi le débat sur le capitalisme qui vient. Donc c'est un débat à plusieurs facettes. Bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Laurent Mauduit d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre vient de sortir, Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires, aux éditions La Découverte. Merci Salomé. C'est la fin de cette émission de rentrée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker. Enfin, je vous rappelle que nous sommes toujours un média indépendant. Donc si vous voulez nous aider financièrement, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr pour qu'on puisse continuer à faire ce type d'émission. Et moi, je vous dis à très bientôt.